En temps de crise, nos droits et libertés sont-ils absolus? Qu'est-ce que nos gouvernements peuvent et ne peuvent pas faire en situation de crise? Nos droits et libertés ne sont-ils pas absolus ou peuvent-ils, au contraire, être modulés au nom d'intérêts collectifs supérieurs? J'ai le plaisir d'échanger là-dessus avec notre invité de cet épisode, Nicolas Rioux. Bonjour, Nicolas. Bonjour Serge, merci de m'avoir lancé l'invitation. Et merci à toi d'avoir lancé la question. Vous écoutez Néo, je suis Serge Bonin, néophyte aguerri. Abonnez-vous et ne manquez rien. De plus, pour nous rendre de fabuleux services, partagez la capsule dans vos réseaux. D'ailleurs, sur mes réseaux à moi, un débat fait rage ces temps-ci. Est-ce que nos gouvernements peuvent restreindre nos sacro-saints droits individuels en temps de crise? La réponse courte serait oui, mais pas à n'importe quel prix. Ça dépend. Ça dépend de la mesure gouvernementale qu'on analyse en fonction des données dont on dispose. Et puis nos droits, d'où ils viennent en fait? De quelle source? Bon, tu sais qu'en 1976, il y a la Charte des droits et libertés de la personne qui est entrée en vigueur au Québec. C'est une loi qui nous protège des actions du gouvernement du Québec. Les actions, dans le fond, qui viendraient brimer nos droits et libertés. En 1982, c'est la Charte canadienne des droits et libertés qui est venue garantir des droits relativement similaires. Cette charte-là, ouais, j'en ai entendu parler. Mais bon, les droits et libertés qui sont protégés par les chartes, ce sont lesquels? La liberté d'expression, de religion, le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité, le droit à l'égalité, la présomption d'innocence, le droit de vote ou encore la liberté de circulation. Il y en aura plein d'autres, mais j'ai plus de place. Et ça, pour les gouvernements, c'est pas touche, c'est ça? Les politiques ne peuvent pas mettre leurs pattes dans nos droits précieusement protégés par les chartes. Serge, je te donne la réponse classique de tout bon juriste. Ça dépend. L'article 1er de la Charte canadienne et l'article 9.1 de la Charte québécoise prévoient que les droits qui y sont garantis ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Ouais, là, tu as ton langage de juriste. OK, on part d'un exemple. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement ne pourrait pas m'imposer un vaccin en raison des chartes? Bien justement, c'est une question juridique intéressante. Si le gouvernement du Québec en venait à rendre le vaccin obligatoire, il porterait atteinte à la sûreté et à l'intégrité de la personne qui sont garanties par l'article 1er de la Charte québécoise. Se faire entrer une aiguille, une injection, c'est quand même un acte qui est intrusif sur le corps d'une personne. Les risques d'effets secondaires seraient susceptibles de restreindre des libertés fondamentales dans l'optique où c'est obligatoire. Pour qu'une mesure gouvernementale soit inconstitutionnelle et donc que les tribunaux interdisent son application, il faut tout d'abord faire passer un test développé par la jurisprudence pour savoir si la mesure qui restreint un droit fondamental peut se justifier. Et ça, c'est la dernière étape avant que la constitutionnalité d'une loi soit confirmée, c'est ça? En fait, il y a 4 étapes que l'État doit franchir pour maintenir la constitutionnalité de sa mesure. Ouais, t'es meilleur que moi pour le dire. 4! Là, va falloir qu'on y aille une à la fois, s'il te plaît. Bien sûr, Serge. En premier lieu, il faut se demander si la mesure à l'origine de la restriction à un droit garanti par la Charte répond à un objectif réel et urgent. Si on prend l'exemple de la vaccination obligatoire dont on parlait, le gouvernement pourrait, à mon avis à juste titre, répondre que la vaccination obligatoire cherche à éradiquer la propagation de la COVID-19 et que cet objectif est réel et urgent. Dans un deuxième temps, il faut un lien logique entre la mesure et l'objectif. C'est le critère du lien rationnel. Le fait de s'assurer que l'ensemble de la population se fasse vacciner, c'est clairement un moyen qui contribue à éliminer le virus. Bon, donc réel, urgent, lié à l'objectif, après ça. Dans un troisième temps, il faut se demander si la vaccination obligatoire
c'est une atteinte minimale à la sûreté et à l'intégrité de la personne. Est-ce que le gouvernement adopte la mesure la moins restrictive pour atteindre son objectif de façon efficace? Dans le cas de la vaccination obligatoire, c'est difficile de trancher définitivement. Dans le fond, il faut se demander, est-ce qu'on peut faire quelque chose de moins invasif? C'est ça, ça dépend. Ça dépend de la preuve scientifique qui serait apportée devant le tribunal. Là, tu jases. Et finalement, il faut se demander si les avantages de la restriction dépassent globalement ses inconvénients. Il faut que le gouvernement justifie sa mesure à travers ces 4 étapes pour qu'elle demeure constitutionnelle et donc légale. Ça veut dire que nos droits et libertés ne sont pas absolus. Et non, c'est possible qu'il soit limité, pourvu qu'il le soit de manière raisonnable et proportionnée. Donc, toi, tu fais ta thèse de doctorat sur la pandémie. Pas tout à fait. Pour être bien honnête avec toi, Serge, je commence à en avoir assez de parler de la COVID-19. Ce qui m'intéresse, c'est les interactions entre les tribunaux et la sphère politique sur les questions qui touchent à la Charte canadienne. Oh. La séparation des pouvoirs au Canada, ça fait en sorte que quand une loi ou un article de loi est invalidé par les tribunaux parce qu'il ne respecte pas la Charte, les politiciens, ou ce qu'on appelle en droit le législateur, vont souvent tenter d'adopter d'autres politiques publiques qui n'enfreignent plus de droits fondamentaux, mais qui répondent toujours à l'objectif de départ. Il y a des constitutionnalistes qui appellent ce phénomène-là le dialogue. En gros, le politique essaie d'atteindre les mêmes objectifs, mais autrement. Je vais te donner un exemple. La criminalisation de l'aide médicale à mourir. La Cour suprême l'a invalidée. Eh bien, la Chambre des communes du Canada et l'Assemblée nationale du Québec ont adopté des lois qui réglementent l'aide médicale à mourir sans toucher aux droits fondamentaux. Moi, je vais étudier cette partie de ping-pong-là entre la sphère judiciaire et politique. Ça va me permettre d'établir dans quelle mesure et de quelle façon nos tribunaux contribuent à la transformation du droit. Donc, si je comprends bien, nos vrais dirigeants, ce sont les juges. Nous sommes entrés dans l'ère du gouvernement des juges. Voyons, Serge, c'est pas tout noir ou tout blanc quand même. D'un côté, la sphère politique, c'est un instrument puissant qui permet de faire avancer la société. Le législateur a une grande latitude pour adopter les lois qu'il considère justes. De l'autre côté, la Charte canadienne et la Charte québécoise permettent de protéger les citoyens des abus de l'État. Est-ce que les tribunaux sont un frein à la volonté politique? Ou est-ce qu'il n'y a pas certaines balises qui donnent une latitude, surtout pour des questions sociales complexes? J'ai hâte de voir les résultats de ton analyse. Et toi là-dedans, qu'est-ce qui fait que tu es passionné par le droit constitutionnel? Quand j'étais jeune, j'aimais ça débattre à table avec mes parents de toutes sortes d'enjeux politiques. J'écoutais avec eux les débats des chefs pendant les élections. Le droit constitutionnel, c'est le droit qui s'assure que les politiciens n'abusent pas de leur pouvoir et qu'ils agissent dans les limites des pouvoirs donnés par la Constitution. Quand j'ai commencé mes études à la faculté de droit, j'ai tout de suite cliqué sur ce domaine-là. Comment on clique pour aimer la capsule? La Constitution, c'est un peu notre ange gardien, au fond. On peut voir ça comme ça. C'est elle qui garantit les droits et libertés fondamentaux des citoyens, la séparation des pouvoirs, le partage des compétences ou le fédéralisme. C'est ces aspects-là qui m'allument, moi. Le débat est réglé, nos droits ne sont pas absolus. Et bien du moins, pas nos droits individuels. Mais là, j'ai l'impression d'avoir perdu le fil. Comment tu me résumes ça en 3 points? Premièrement, les droits fondamentaux qui sont prévus dans les chartes ne sont pas absolus et peuvent être restreints d'une manière qui soit raisonnable et qui puisse se justifier dans le cadre d'une société libre et démocratique. Deuxièmement, pour vérifier la constitutionnalité d'une mesure gouvernementale, on doit se demander si elle répond à un objectif important, d'une manière logique, si elle constitue le moyen le moins restrictif d'atteindre efficacement l'objectif, et que les effets de la mesure dénotent plus d'avantages que d'inconvénients. Par contre, ces mesures ne respectent les chartes que si elles sont raisonnables dans les circonstances. Je pense que j'ai compris. Ça dépend. C'est en plein ça, Serge. C'est-y pas beau, Néo? On défriche tellement de sujets complexes. C'est vraiment un plaisir d'être venu te voir aujourd'hui, Serge.
Merci de ton invitation. Tu reviens quand tu veux. Hey, je vais te donner une carte VIP. Comme vous devant l'écran, vous revenez quand vous voulez. Je vous en donne toute la liberté. Aimez, partagez, abonnez-vous, posez vos questions. C'est en apprenant qu'on devient appreneuron. Au nom de l'Association des étudiantes et étudiants des cycles supérieurs de l'Université Laval, merci de votre ouverture. Avec nous, pas de complot, vous avez l'heure juste. Et si vous doutez, on vous fera passer un test en 4 étapes. Je suis Serge Bonin, on se revoit bientôt, sans droits fondamentaux, pour un autre Néo. Le côté néophyte nous quitte un peu plus à chaque rencontre, c'est vraiment stimulant. Soutenez la chaire publique alliée et Néo grâce au fonds de soutien à nos projets à la Fondation de l'Université Laval, qui remet des reçus de charité. Votre investissement sera donc moins cher qu'il n'y paraît.